Lux Futuri, un nom latin pour une ambition bien algérienne, éclairer notre avenir en plongeant dans le passé méconnu de nos pionniers du numérique. En effet, l'histoire des TIC et d'Internet en Algérie ne s'écrit pas qu'avec des câbles, des décrets et des algorithmes. Elle s'incarne surtout dans des chercheurs audacieux, des codeurs insoumis, des architectes du futur qui, loin des podiums, ont façonné la digitalisation du pays. Loin du prêt-à-penser idéologique et technologique, faisant fi de la paresse intellectuelle et de la résistance au changement, ils ont hacké l'avenir, repoussé ses limites et surtout bousculé nos certitudes. Je suis Reda Benassel, je suis journaliste à Radio Aïchin 3 et à travers cette série d'émissions spéciales, je braquerai un projecteur sur ces game changers, ces francs-tireurs de l'innovation qui ont refusé d'être de simples spectateurs de la révolution numérique mondiale. S'il fallait un visage pour incarner l'Internet algérien, ce serait le sien. Younes Grar, ingénieur indocile, entrepreneur infatigable, agitateur du numérique qui bouscule autant qu'il éclaire. Plus qu'un expert, une vigie, la voix incontournable des TIC en Algérie. Magistère en cybernétique de l'université de Louvain, ancien chercheur au CDTA, il est de tous les grands débuts. Premier cybercafé, premier fournisseur d'accès privé avec GECOS, architecte du programme e-Algérie 2013. Depuis, il observe, analyse, recadre et éclaire, refusant mordicus que la révolution numérique mondiale se fasse sans notre pays. Younes Grar voit le jour en 59 à Lucendé et grandit à Belouizdad. Né d'une famille nombreuse, il se distingue très tôt. Élève appliqué, esprit méthodique, une rigueur qui frôle l'obsession. Les mathématiques deviennent son terrain de jeu. Les concours scolaires, un terrain de chasse. Premier prix, notes irréprochables, déjà l'excellence comme boussole. J'étais le plus grand, l'aîné de mes frères. C'était une famille assez nombreuse. Donc entre frères et sœurs, nous sommes une douzaine, donc 10 garçons et 2 filles, 2 sœurs. Malheureusement, j'ai perdu un frère à le corona. Dans la même maison à Bellecour, donc il y avait ma grand-mère, ma tante, donc c'est une famille qui a fait... Donc la classe moyenne des années 60-70 de l'époque. Voilà. Mon père, c'était un commerçant, il avait une boutique où il vendait des vêtements, etc. Et moi, j'ai fait mes études, l'école, dans une école à Bellecour, Benzine, la rue d'Arvin, où sont passés beaucoup d'amis qui sont devenus des cadres, des médecins, etc. Bon élève, j'étais parmi les premiers, si ce n'est le premier. Je suis passé au lycée L'Idrissi, où on faisait même le moyen. Donc, mais le secondaire, je l'ai fait au lycée technique de Louissou, à Nassar. J'étais parmi les premiers. Qui était l'un des meilleurs lycées du pays à l'époque. Ah oui, c'était une référence. Et bien sûr, dans mes études, même les amis le reconnaissent, j'étais très très bon en mathématiques. Oui, c'était le secondaire, donc il y avait un concours pour choisir les meilleurs mathématiciens. Et bien sûr, les envoyer, je pense en Argentine, c'était la Coupe du Monde en 78. Donc, il y en a fait des concours régionaux. On a commencé par le Grand Alger, Alger, le Centre, etc. Je suis arrivé à un niveau presque national, mais ça n'a pas continué. Où il y avait les meilleurs mathématiciens de l'Est, de l'Ouest, le Centre, etc. pour choisir les 3 meilleurs au niveau national. Mais malheureusement, cette étape n'a pas eu lieu. C'était presque résoudre des problèmes, des équations de mathématiques pour moi, jeune, seconde, terminale, première, etc. C'était beaucoup plus un jeu. Mes notes en mathématiques, c'était toujours 20 sur 20. Maintenant, je me compare des fois avec mes enfants ou mes petits-fils. Je leur dis, moi, lorsque ça arrive que je rate 1 ou 2 points, au lieu de 20 sur 20, j'ai 18 sur 20. Donc, lorsque je rentre à la maison, je pleure.
Et ma mère me disait, qu'est-ce que je lui disais, j'ai raté, combien tu as eu? 18. 18, mais tu es le premier. Où est le premier? Mais j'arrive pas à comprendre comment j'ai raté ces 2 points, cet exercice, j'ai pas bien répondu, etc. Et, Donc, et ce culte de l'excellence, c'est tes parents qui te l'ont inculqué? C'est le sens de la responsabilité comme tu étais l'aîné d'une grande fratrie? D'où ça vient, en fait? Peut-être avec un recul, notre région, Genzet, elle est connue par des savants. C'est des gens, bien sûr, qui ont fait la révolution, mais c'est même après l'indépendance, c'est des hommes d'État. Donc on a des professeurs, des universitaires, des médecins de renommée, etc. Peut-être que je l'ai eu quelque part, parce que mes parents, ils sont très limités du point de vue niveau intellectuel. Mon père, c'est quelqu'un de Zaouia qui a appris le Coran. Mais c'était un sage. Ce qui est déjà énorme pour l'époque, hein, voilà. Savoir lire et écrire, on l'oublie peut-être un peu trop souvent, on prend ça pour acquis, mais au lendemain de l'indépendance, c'était pas évident. Mais lui, il savait lire et écrire en arabe, bien sûr, et parce que il a fréquenté beaucoup de savants au niveau de sa boutique qui était à côté de la fac centrale, donc c'était un coin de pause pour les gens du bled, etc. Donc c'est des universitaires et tout. Donc il a appris. Et on l'appelait le sage. Parce que il nous a inculqué beaucoup de choses qu'il a appris à travers ses contacts, avec ce frottement avec ces intellectuels. Et alhamdoulilah, donc j'ai continué sur cette lancée jusqu'à l'université, même en tant que professionnel, etc. تميت وقلت بالشفا تميت وقلت بالشفا يحسب كل شي خفيف يحسب كل شي خفيف غير اجي وصدر اللي يبقى مذوى القالوا زحاف سبحان الله يا لطيف سبحان الله يا لطيف اللي تعلم كاين شي ناس يستحاهم يقولوا Le destin parfois se joue à un détail. Younes devait intégrer l'université de Babzouar, mais une altercation avec un professeur rabat l'écarte. Direction l'INELEC, l'Institut de génie électrique et d'électronique de Boumerdès, un coup du sort qui s'avérera providentiel. Dans cet environnement anglophone, il s'épanouit, absorbe le savoir, embrasse une culture technologique en perpétuelle effervescence, plus qu'une école, une rampe de lancement. J'ai eu mon bac. Je me suis inscrit à Babzouar. Mais j'ai eu un petit problème avec un prof de maths. Moi, un jeune d'un quartier populaire de Bellecour, donc voilà. Je me permettais de faire des remarques à l'enseignant sur une formule une manière de résoudre une équation. Donc il s'est mal comporté avec moi, donc je me suis mal senti. Je me suis dit, comment je vais faire passer 5 années ici à l'université avec ce genre de... Et j'ai entendu parler qu'il y a une école, un institut à Boumerdès, qui était, disons, une filiale d'une université américaine, et où on enseigne en anglais, ou spécialisé dans le domaine de l'électronique et informatique. Donc je me suis dit, oui, je vais tenter ma chance. Il y avait nécessité qu'il y ait un certain niveau. Donc, on était rattaché à une université américaine. Donc, les enseignants, c'était des Américains, etc. L'enseignement se fait en anglais pur, 100%. Tu étais anglophone déjà à l'époque? Non, ma langue au lycée, c'était l'espagnol. Mais on s'est adapté. Parce que même avec en internat, avec les étudiants, on s'est mis d'accord pour bien pratiquer l'anglais, c'est que on doit le pratiquer même au niveau des chambres, de la rue. Donc, on était sur la lancée. On étudiait au niveau de l'institut, un institut américain. Donc, il fallait dès qu'on sort,
on continue dans le même schéma américain. Donc on discute en anglais. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Surtout que même la promotion du point de vue volume, c'est une promotion très légère. On était, je pense, 23 étudiants. Toutes spécialités confondues. Ça a bien changé. Bien sûr. C'était, je pense qu'il y avait 3 ou 4 options. Donc on était, des fois dans la classe, on était à 7, 8. Et on avait en face des sommités. Des sommités qui avaient même des livres, qui faisaient des conférences en I3E, etc. Donc c'était des gens assez lourds dans le domaine. Même des Algériens qui venaient des États-Unis pour nous enseigner, etc. Donc c'était des sommités. Et on s'est retrouvés donc bien formés. Il y avait tout l'environnement pour être bien formé dans le domaine. Pour moi, par exemple, j'étais option, c'était Electrical Engineering et option Computer Science. Déjà, à l'époque, cette appétence pour l'informatique. Pour l'informatique, donc il y avait des modules sur le operating system d'exploitation, microprocesseurs, etc. Donc, on était à la page avec ce qui se faisait à travers le monde, malgré qu'on était déconnectés, il n'y avait pas d'internet, etc. Diplôme d'ingénieur en poche, Younes Grar prend la direction du Centre de développement des technologies avancées, le fameux CDTA. Là, il plonge dans la recherche, affine son expertise et entame en parallèle un magistère en cybernétique et architecture des systèmes. Cap sur la Belgique, où il rejoint le laboratoire de microélectronique de l'Université catholique de Louvain. En 91, il soutient sa thèse avec brio, décrochant une mention très honorable et félicitations du jury. J'ai rejoint le CDTA en tant qu'ingénieur. J'ai déposé ma demande avec mon collègue qui était mon binôme dans le projet de fin d'études. Et on a été accepté. Mais lorsqu'on a on a rejoint le CDTA pour être ingénieur, on a découvert qu'il y a de la formation aussi. On pouvait faire notre magistère. Donc automatiquement, pourquoi pas. Donc on s'est inscrit pour notre magistère architecture des systèmes, cybernétique, architecture des systèmes. On a bien sûr travaillé, on a fait tout ce qui est théorique, toujours dans le même domaine, tout ce qui est microprocesseur, tout ce qui est système d'exploitation, les langages de programmation, bases de données, etc., le multiprocessing. La première chose qui nous a un peu choqué, c'est que pendant 5 ans, on était habitué à parler en anglais, à rédiger en anglais. On ne pouvait pas faire autre, parce que c'était des anglophones en face. On est allé au CDTA, c'est l'inverse. Le français. Le français. Alors, on avait presque perdu notre français, puisque 5 ans... Ouais, c'est une affaire d'habitude, de pratique. Cette phase... Ce réapprentissage. C'était presque un autre défi. Même sur les termes techniques, on était habitué à dire capacitor, résistor, etc. Et maintenant, on doit dire résistance, condensateur. C'était autre chose. Ça te permet rétrospectivement d'être polyglotte maintenant dans les 3 langues, dans les 4 langues. Alhamdoulilah. Donc, c'était difficile en ces moments, soit pour moi personnellement, mais même pour mes amis, parce qu'on était venus de l'INELEC avec cet esprit de 5 ans, on étudiait en anglais, on pensait qu'on allait continuer sur la même lancée. Maintenant, on nous dit non, il faut une période de réapprentissage. J'ai fait ma thèse de magistère en Belgique. Oui, à l'Université catholique de Louvain. Oui, avec toujours mon binôme. On est partis ensemble. Lui, maintenant, il est aux États-Unis. J'ai fait mon magistère, moi, j'ai rejoint le CDTA, j'ai rejoint mon poste. Lui, il a fait son aventure au CNRST en France, même aux États-Unis actuellement. Il est aux États-Unis depuis... C'était une question que j'allais te réserver pour la fin, mais puisque tu l'abordes, pourquoi être rentré? Pourquoi ne pas être parti, justement? Sincèrement, j'avais la possibilité, bien sûr. Oui. N'importe quoi. Que ce soit au niveau du laboratoire où j'ai fait mon magistère. Qui voulait te garder? Bien sûr, c'est normal. Ou bien, comme l'a fait mon ami Kawi Abdelrazak, il est parti en France
et de France aux États-Unis, alors qu'il y avait d'autres qui sont partis directement aux États-Unis. Il y avait, disons, peu de gens qui sont revenus. Moi, c'est beaucoup plus la famille. D'accord. La famille, les parents, ma mère, ma grand-mère, etc. J'étais habitué à cet environnement familial. Je ne pouvais pas m'en passer, donc il fallait que je revienne. C'est un choix. Ouais, alhamdoulilah. Le projet, c'était un projet lié au traitement de signal. Il y avait l'aspect électronique, l'aspect logiciel, etc. Alors, le but du projet, c'est comment aider les malvoyants à avoir une idée de leur environnement. Et le principe, il est assez simple. C'est qu'on lui met une caméra sur le front. D'accord. Donc, ça prend des images et on fait une conversion de cette image en signal sonore. Parce que on s'est Donc, rendu... c'est l'audio-description avant l'heure. Voilà. Et donc, il y avait une certaine musique qui est liée aux formes d'objets qui rentrent à travers la porte. Par exemple, les tests qu'on a fait, c'est que, on a commencé par exemple par les caractères. Donc, le A, il donne une certaine musique. Le B, le C, etc. On appelle ça la synesthésie, me semble-t-il. Je pense. Ouais. Moi, j'avais l'aspect électronique. Donc, D'accord. transformer cette image au niveau de grille, etc., en un signal sonore. Et le signal sonore, il est lié au niveau de grille. Donc, plus c'est gris, plus il y a un certain son. Et là, donc, une certaine musique, et on lui dit ça, c'est A. Donc, B. Cet apprentissage lui permet, avec des tests qu'on a fait, de lire des phrases presque. Même chose pour reconnaître des objets, des personnes. C'est-à-dire, dès que la porte s'ouvre, il a une certaine musique qu'il entend, donc il sait que c'est la porte qui s'est ouverte. Il y a une personne qui se présente. On a découvert, les malvoyants sont très sensibles, ils ont une vie très sensible. Si un sens est atrophié, ça donne plus donc de force aux il autres. arrive à reconnaître des personnes. C'est-à-dire, avec sa caméra, lui, il ne voit pas, c'est la caméra qui lui transforme sur son casque, et il dit, c'est M. Flynn qui... C'est impressionnant, hein. Je rappelle qu'on est en 88. Voilà. 88. Pour l'époque, donc, voilà. J'ai soutenu ma thèse. Donc, j'ai eu mon magistère, et j'ai rejoint l'équipe du CDTA. Du CDTA, du laboratoire architecture des systèmes. شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Au CDTA, les chercheurs travaillent sur des projets théoriques, mais Younes Grar, lui, veut du concret. Il rêve d'impact, d'innovation tangible. Pourquoi ne pas créer le premier ordinateur algérien? L'équipe s'y attelle. Réussi, mais après, à quoi bon face aux géants comme IBM, sans parler des fameuses fonctions cachées qui posent question? Alors ils réorientent leur savoir-faire. Plutôt que de rivaliser avec l'impossible, ils s'attaquent à des applications plus locales, des projets à portée nationale. Et le premier d'entre eux est dans tous les foyers algériens, le logo de l'ENTV gravé dans notre mémoire collective. Au niveau du laboratoire, on avait un problème. Le problème, c'est qu'on a hérité des projets presque entre guillemets théoriques, qui n'avaient aucune incidence sur le terrain. Aucune application pratique. Aucune application. Par exemple, réaliser un micro-ordinateur algérien. C'est vrai, c'est un très bon projet. Le but, c'était d'apprendre et de s'initier à cette technologie, à ces équipements PC. Qu'est-ce que ça veut dire? Du rétro-engineering. Carte mère, carte d'entrée-sortie, floppy disk, clavier, etc. Et on avait, au niveau du laboratoire, une équipe qui a réalisé un micro-ordinateur. Au début, c'était à base de processeurs Motorola, 6809, 68000, etc. Par la suite, avec ce qui se passait avec IBM, etc. Donc, on s'est orienté vers les processeurs Intel. Il me semble avoir vu un vieux reportage de l'ENTV à l'époque qui parlait de ça. Ah oui, bien sûr. Ça dans une émission qui passait le vendredi matin, qui était dédiée aux jeunes. Aux jeunes. Voilà.
C'était le premier micro-ordinateur. J'étais enfant, hein, mais ça me fascinait déjà. Mais ça, c'était un projet. Pourquoi ça a capoté, tiens? Alors, c'était une décision qu'on avait prise. À quoi ça sert de faire un micro-ordinateur si par la suite je le mets de côté? On a appris ce que c'est un micro-ordinateur, on a réalisé même des cartes électroniques, les PCB, on soudait les circuits intégrés, des transistors, etc. Donc, on a appris, ça marchait. On a introduit même un langage de programmation. Vous avez créé son propre système de programmation. Pour programmer, faire visualiser sur l'écran, bonjour, etc. Et ça, une fois que ça fonctionne, vous décidez de ne pas le commercialiser, de ne pas donner suite au projet. On ne pouvait pas faire concurrence au PC d'IBM, basé sur Intel, ou surtout même, du point de vue technique, on s'est rendu compte que sur les processeurs qu'on exploitait, il y avait des fonctions cachées. Vous n'étiez pas maître totalement de la technologie. Voilà. Donc, on s'est orienté vers développer des solutions. Au lieu de développer un PC, non. On prend le PC standard qui existait à travers le monde et développer des applications autour de ce PC. Notre premier projet, avant même celui de la gare routière, il y avait un problème au niveau de la télévision. C'était le logo de la télévision qui ne paraissait pas. C'était un équipement qui tombait en panne, etc. Puisqu'on était au niveau du quartier des ingénieurs qui travaillaient à l'ENTV. Ils m'ont expliqué un petit peu le problème. Ils m'ont dit, on a un boîtier, c'est lui on le branche. Donc il y a un signal en entrée, un signal en sortie, et le logo apparaissait. Donc il rajoute une couche au signal avec le logo en question. Avec cet équipement. Il tombe en panne. Pourquoi? Donc il nous l'a amené. On a fait presque du reverse engineering. On a compris le système, comment il fonctionnait, comment la matrice du logo, l'image, elle est sauvegardée au niveau du NIPROM, sur la carte électronique, sur le boîtier, etc. Donc on leur a dit, voilà, le problème c'était au niveau de l'IPROM qui a cramé, donc on peut le réparer et il va marcher. Mais on leur a proposé une solution meilleure. On leur a dit, au lieu de prendre un boîtier avec un logo figé, et si vous voulez le changer, il fallait l'envoyer en Angleterre ou bien en France, etc. On va faire un système semblable, mais autour d'un PC. Donc, le logo, on le fabrique, disons, avec les logiciels, il y a des logiciels à l'époque. Et à travers une carte de restitution qu'on rajoute au PC, on fait ressortir le signal, on le met sur le réseau pour qu'il apparaisse. En surimpression sur le flux normal. C'est vrai qu'on avait appris autre chose, c'est qu'on a appris qu'il y avait, que la vidéo qu'on connaissait, l'image, etc., il y avait des images, les images beaucoup plus qu'on a appris, c'est les images professionnelles. Il y avait certaines normes à respecter. Donc on l'a appris au niveau du laboratoire et on a réalisé ce système. Ça a marché. Alors, visualiser bien sûr le logo, mais puisqu'on maîtrisait l'écran, donc on pouvait visualiser, on a visualisé l'horloge, le texte, et c'était, par la suite, c'était 3 chaînes de télévision. Donc, il y avait 3 logos différents. Ouais, donc, on pouvait envoyer le logo. S'adapter aux besoins. S'adapter. Et on est allé plus loin, parce que les ingénieurs nous ont demandé, pour calibrer les équipements, les caméras, etc. Ils avaient un équipement assez lourd. Très lourd. C'est toujours le cas d'ailleurs, hélas. Mais ceci, on l'a réalisé à travers le PC. À travers notre application, on pouvait générer un signal pour calibrer les caméras, etc. Donc, tout se faisait à travers ce PC. Je me souviens, j'habitais avec l'Ortablida et lorsqu'on a lancé le système, une peur bleue. J'avais peur de l'écran bleu, que ça plante. Blue screen of death, voilà. Alors, en face de la télévision, le logo, il apparaît, etc. Je me dis, et si notre système bug? Donc, il y aura fire not found, n'importe quoi. Et, alhamdoulilah, il n'y avait pas eu de problème. Et pendant des années, aucune panne, aucun problème, aucun dysfonctionnement. Et c'était le premier contrat qu'a signé le CDTA avec le NTV, avec un organisme externe. C'est le premier contrat. Parce qu'on faisait de la recherche, des articles.
Et c'était la première fois où on a réalisé un projet objet d'un contrat commercial. Bien sûr, c'était un exploit, mais c'était pas du goût de beaucoup de personnes au niveau du CDT, au niveau du conseil scientifique. Certains docteurs disent non, vous êtes quelqu'un, un ami, il nous disait, parce qu'on était membre du conseil scientifique. C'était le fameux duel recherche fondamentale, recherche appliquée. Recherche appliquée, ou bien reverse engineering. Il nous disait, vous allez clochardiser la recherche, c'est du n'importe quoi, ça c'est basique, etc. Non, mais c'est une question qui mérite défendais. d'être posée, Bien notamment récemment avec l'inclusion des incubateurs au sein des universités. Est-ce que c'est leur place ou pas? Oui. Donc c'est vraiment un débat d'actualité. Un débat d'actualité. Donc, pour nous, on a défendu le fait que, au niveau d'un laboratoire, il y a des projets qui ont comme objectif, résultat, des communications dans des congrès scientifiques, articles, des publications dans des revues scientifiques de renommée. Ça donne de la valeur à l'équipe et aux chercheurs. Mais il y a certains projets, finalité, c'est résoudre un problème au niveau d'une société. Et ça permet aussi au laboratoire de renflouer ses caisses, parce que Bien la sûr, recherche pour coûte acheter cher, des etc. équipements, etc. Donc, c'était le premier projet. Et on a fait, avant de parler du projet de la gare routière, un voisin qui travaillait au niveau de la Sogédia, D'accord. donc M. Fosma, où on fabriquait de l'huile, etc. Ils avaient des automates, des grosses machines, et il y a une carte qui tombe en panne souvent. Il m'a demandé, cette carte, on est en train de, à chaque fois elle est devenue un accessoire. Donc, elle crame, on achète une autre, etc. C'est de la mauvaise qualité ou c'est de l'obsolescence programmée ou... Il savait pas. Donc, il m'a ramené la carte pour me dire, est-ce que vous pouvez faire une petite recherche et savoir pourquoi ça crame? Non, pas pourquoi ça crame. Est-ce que vous pouvez nous faire une copie de cette carte? Au lieu de l'acheter. En devise au prix fort. Donc, on a pris la carte, on a compris son système, schéma électronique, etc. Et on a découvert qu'il y avait un transistor qui était mal dimensionné. C'est lui qui cramait à chaque fois. Donc, on leur a dit, au lieu de refaire une copie de la carte telle qu'elle, non, on va vous faire une carte, mais on va changer ce transistor et il ne va plus cramer. En tant que, disons, commerciaux, normalement, c'est une mauvaise décision commerciale, effectivement. Oui. Mais en tant que chercheur naïf, ah oui, on a découvert une chose, on leur a dit, non, c'est pas la peine de vous faire 50 copies de cartes. Non, on va faire une carte et une copie de rechange au cas où. Et ça a marché. La carte n'a plus cramé. Par la suite, on est passé au projet de la gare routière. La gare routière, c'est le même problème. C'est un ami qui nous a contactés pour nous dire, voilà, Younes, est-ce que tu peux nous aider avec ton équipe à trancher sur deux offres qu'on a reçues pour faire un système d'affichage comme celui de l'aéroport, mais au niveau de la nouvelle gare routière. Très bien. Donc, lorsque j'ai vu presque en tant que consultant, mais je l'ai fait volontariat gratuit, donc c'était parce que c'était un ami, c'était un voisin au niveau du quartier. Lorsqu'on l'a vu, j'ai récupéré le cahier des charges et les offres, etc. Je lui ai dit, je sais qu'on peut vous offrir la même chose. Peut-être mieux, mais autour d'un PC. Alors qu'auparavant, c'était des systèmes fermés, avec les écrans à double d'or. On va prendre le système, c'est un PC, avec un logiciel, une carte de restitution, comme on l'a fait à l'ENTV, et on va afficher sur des écrans de télévision, au niveau de la gare routière. On a fait un test, ça a marché très très bien, les listes d'attente, les communiqués, etc. Et on a fait notre offre, avec une entreprise allemande et une entreprise hollandaise. Et bien sûr, notre offre, la troisième. On était les moins 10 ans, il est mieux 10 ans. Parce que, par exemple, la langue arabe n'était pas prise en charge par les deux systèmes, allemand et anglais. Il fallait un avenant. Alors que nous, c'était... Ça coulait de source, voilà, langue nationale. Le logiciel, lorsque j'écris en arabe, j'écris en anglais, j'écris en français, comme je veux. Je récupère le contenu de l'écran du PC, je fais une restitution et je l'affiche sur un PC. C'est vrai, maintenant c'est quelque chose de banal, mais à l'époque, il fallait le faire. Et on a eu le marché de la gare routière et on l'a installé.
par la suite, le même système, on l'a refait avant de quitter le CDTA, c'était à l'aéroport d'Oran, je pense, après l'aéroport d'Alger. Par la suite, ça a continué et j'ai quitté le CDTA en 97. Mais Younes veut autre chose, plus de terrain, moins de bureaucratie, quitter la recherche pour créer, innover et entreprendre. En 97, il tourne la page du CDTA et rejoint GECOS, alors une modeste entreprise familiale de vente et maintenance informatique. Sous son impulsion, GECOS change de visage. D'un simple comptoir de matériel, il en fait un acteur majeur du multimédia et un pionnier de l'Internet en Algérie. Un virage audacieux à l'image de son ambition. Et en juillet 97, le premier cybercafé algérien voit le jour. L'un des problèmes qu'on rencontrait au niveau des centres de recherche des universités, c'était le salaire qui était bas. Donc, je m'imaginais mal comment je vais avoir une maison, une voiture. Élever une famille, voilà. Donc, la seule solution, c'est faire une aventure. Et pour vous dire, lorsqu'on se lançait dans ce genre de projet commerciaux, les contrats entre CDTA ou bien laboratoire avec le NTV, la gare routière, etc., on recevait des primes. Des primes selon un texte légal. D'accord. Malheureusement, il y a une incompréhension du texte. Ils nous ont limité cette prime à 3 fois le salaire mensuel. Donc elle est plafonnée, quel que soit le marché sur lequel vous travaillez. Je me souviens avec notre directeur, Saleh Hamid, qui est devenu ministre, un très bon ami, c'était mon promoteur. Je lui ai dit, comment je vous ramène un marché de 100 millions, vous me donnez telle prime. Je vous ramène un marché de 3 milliards, vous me donnez la même prime. Donc pourquoi je m'engage, pourquoi je prends le risque? Normalement, la prime, elle augmente au fur et à mesure du montant du contrat. C'était la mentalité du fonctionnariat de l'époque. Voilà, les gens n'imaginaient pas comment un chercheur, au niveau d'un laboratoire, puisse recevoir un chèque de 300 000 dinars. C'était pas possible. 30 000 dinars, 40 000, une prime, c'est plus ou moins. Et déjà là, il y avait des gens qui étaient contre. Alors je lui ai dit, oui, c'est M. Salah. Je vais pas vous mettre dans une position difficile. Moi, je vais faire ces projets à l'extérieur et je vais prendre 100%. En ce moment, c'était 35% qu'on prenait. Et j'ai fait une aventure. Bellecour, on avait une petite boutique. Il y avait la demande pour faire traitement de texte, etc. Famille nombreuse, beaucoup de frangins. 2 qui ont réussi. Un qui a fait génie civil, architecte. Et un autre qui a fait comptabilité. Mais les autres, tous ont quitté niveau moyen, niveau secondaire. Donc il fallait les récupérer. Une petite boutique avec des micro-ordinateurs, faire traitement texte, comme ça se fait. Donc pour les projets de fin d'études, etc. Et vendre des CD, les floppy disques. Il n'y avait pas les flash disques. C'était en 97, 98. Donc j'ai quitté le CDTA. En parallèle, j'ai fait une petite tentative parce que pour sortir, il fallait aller au niveau d'une université. Je ne pouvais pas quitter directement. Donc, j'ai choisi l'université de Blida. Je connaissais des gens. Il y avait un banque d'enseignants. Il y a un enseignant en infographie qui a quitté pour le remplacer. Quelqu'un, un enseignant en maths, un module de maths, le centre de calcul. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. Après 1 mois ou 2 mois, j'ai quitté le CDTA. Tu n'étais pas fait pour l'enseignement? Non. Oui, j'étais pas fait aussi pour beaucoup d'heures de... D'accord, pour de gros volumes. Oui, gros volumes. Puisque je voulais aller sur l'aventure privée. Et il fallait que je me libère. Non, mais c'est honnête. Tu t'es auto-audité. Bien sûr. Et tu t'es dit, voilà, ça je suis bon, ça j'ai pas envie, ça je suis bon. Voilà. Et j'ai commencé le premier cybercafé en Algérie. En juillet 97. Donc, on est sorti de l'anonymat. On était une petite boutique à Bellecour, Hassiba, c'est le premier cybercafé, et on a démarré. Il y a des gens qui ont besoin d'Internet, et je veux leur offrir ce service. J'ai un cybercafé connecté au Cériste, mais je veux être du même niveau que Cériste, parce que Cériste ne répondait plus à la demande. C'était extrêmement lourd. Oui, c'était en 93 jusqu'à 97, on était à 10 kilobits par seconde pour tout le pays. Et il a fallu se batailler pour augmenter le débit à 64 kilobits par seconde et avoir l'autorisation du ministère pour le Cériste. Et par la suite, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dans cette activité de
provider, fournisseur de services Internet. GECOS qui était General Computing Systems, d'accord, parce que c'est l'anglais qui travaille. Donc General Computing Systems, on avait poussé pour qu'il y ait, j'avais demandé pour faire cette activité, ils nous ont dit il n'y a pas de cadre légal. Ça veut dire que c'est pas permis et que c'est pas interdit. C'est le fameux vide juridique. Vide juridique. Donc j'ai commencé à faire mes démarches pour avoir une ligne spécialisée avec le CERIST, avec des serveurs d'accès distant pour offrir ce service. Et en même temps, j'ai déposé un dossier au niveau du ministère des PTT pour leur dire je veux être autorisé, je veux travailler dans la légalité, etc. Ça a pris du temps. C'était jusqu'à fin 98 que j'ai obtenu ma première autorisation. C'était la première autorisation de fournisseur de services Internet. Donc tu as été le premier provider algérien privé de l'histoire du pays. Voilà. Et j'ai commencé, et je dois saluer les responsables de la presse algérienne. Parce que c'est la presse algérienne qui nous a sorti presque de l'anonymat. Nous, on les a accompagnés pour avoir des sites web, accès Internet, etc. Mais la presse nous a aidés à vulgariser Internet et nous défendre. Je me souviens, en 99, je passais à travers le CERIST, goulot d'étranglement, donc j'ai pensé à avoir ma propre connexion Internet. Connexion, au lieu de passer par les PTT, connexion par satellite. CERIST, c'est lui le passage principal, donc on passait avec lui et en même temps on est concurrents. Mais en même temps, on subissait les alliés, les problèmes des PTT. La ligne en dérangement, etc. Donc j'ai pensé à mettre en place une solution par satellite. Et j'ai contacté un fournisseur américain qui m'a envoyé les équipements, une parabole de diamètre 3,80 m, etc., que j'ai installé au niveau de notre maison à Belcourt. Je trouve ça extraordinaire. Et ça a marché. Donc la première connexion satellite en Algérie, c'était dans ta maison familiale. Pas en Algérie, mais même dans le monde arabe. Dans le monde arabe. Aucune entreprise privée n'a eu ce privilège d'être connectée sur Internet indépendamment du réseau gouvernemental. Il était indépendant. Et la preuve, c'est que lorsqu'il y a eu, je pense, le tremblement de terre, la connexion, il y avait un problème de... Tout s'est déconnecté parce que la fibre sur la Méditerranée a été touchée. Donc, CERIST, il était déconnecté. Et le ministère et tout. Alors que nous, la connexion, elle a continué. J'ai travaillé sur deux aspects. Premièrement, à travers les cybercafés pour vulgariser Internet, l'utilisation, mais aussi développer du contenu. Et je me souviens, une offre de service pour les entreprises algériennes et tout, pour leur réaliser un site web. Et les premiers qui ont répondu, c'est la presse. L'Ouatan, Liberté, le Moudjahed, etc. Et c'était évident, avoir un journal, ça veut dire avoir un site web. Et tous les sites web de tous les journaux algériens étaient réalisés par GECOS. Et le premier, c'était moi-même. J'ai développé tout mon HTML, PDF, etc. C'était moi-même qui l'a. Est-ce que déjà à l'époque, tu réalisais la révolution qu'allait être Internet? Est-ce que tu le voyais? Parce que là, c'était les prémices. Beaucoup à qui je pose la question de ta génération pensaient que ça allait être éphémère. Oui. Tu réalisais que ça allait être un raz-de-marée, que ça allait changer nos vies? Pas à ce point, on le vit, mais je savais que c'était un outil indispensable. On en avait besoin. Il fallait avoir du débit. Je me souviens, en 2001, 2002, on était au niveau du forum d'El Moudjahed. D'accord. Et le ministère a fait le test de l'UMTS. C'est presque l'équivalent de la 3G. Et dans la démonstration, ils ont visualisé la chaîne télévision sur le téléphone. Les gens tous se sont marrés. Ils se sont dit, je vais maintenant suivre la chaîne sur ce petit écran. C'est pas logique, ça va pas marcher. Moi, ça, c'est une image qui t'est restée en tête. Oui. Mais pour moi, je me disais, je le disais même, les choses vont changer. L'écran, c'est vrai que cet écran, mais le besoin va faire que cet écran va changer, ce terminal va changer, etc.
Ça revient à la mémoire, le débat qu'on avait. Et même dernièrement, lorsque on demandait à ce que le débit soit augmenté, on était à 64 kilobits par seconde, il fallait que le débit national augmente. Il fallait de la bagarre pour aller à 1 mégabit, c'était en 2000. L'Internet algérien grandit, mais sans structure, sans cadre, sans voix pour défendre ceux qui le construisent. Younes Segrar en prend la mesure et en septembre 2002, il lance un appel aux providers du pays. Il est temps de se rassembler, de parler d'une seule voix, de peser dans les décisions. Ainsi naît l'Association algérienne des fournisseurs de services Internet, la fameuse AFSI. Forte de plus d'une dizaine d'ISP, sans surprise, Younes en est élu président à l'unanimité. Par la suite, il y avait GECOS, même il y avait d'autres ISP, parce qu'il y a une loi qui l'autorisait, donc les gens ont suivi. J'ai ouvert la porte, et par la suite, juste après, donc il y avait, sur la même lancée, il y avait, je pense, 5 ou 6 ISP qui ont été autorisés. Voilà, Icosnet, etc. Donc, qui sont passés, donc, on est arrivé à avoir une centaine d'ISP autorisés, agréés. Il fallait organiser cette activité. Donc, on a créé l'association des fournisseurs de services Internet, la AFSI. Dont tu étais le président. Le président, pendant des années, puisque la loi l'exigeait, donc il y avait un autre à ma place. Au-delà de l'aspect organisationnel, il y avait aussi un aspect plaidoyer au sein de cette association, auprès des pouvoirs publics. Bien sûr, et on était une force de proposition. D'accord, c'est l'association qui a demandé à ce que les prix de l'Internet baissent, les équipements qu'on importe dans le domaine de l'utilisation de l'Internet, les PC, il fallait les détaxer pour vulgariser l'Internet. Et aussi aller vers les autres technologies. La DSL, fallait l'introduire, fallait le défendre, le WiMAX, Internet par sans fil, etc. Donc on était obligé de faire à chaque fois des propositions, défendre ces propositions. C'est presque l'ancêtre du GAN, quelque part. Voilà. En 2008, un appel vient bouleverser la trajectoire de Younes Segrar. Au bout du fil, Hamid Ben Saleh, nouveau ministre de la Poste et des TIC et ancien directeur du CDTR. Il lui propose de rejoindre son cabinet en tant que conseiller avec une mission de taille, piloter l'élaboration du programme e-Algérie 2013. 6 mois plus tard, en décembre 2008, le document final est remis au gouvernement pour approbation. Un projet ambitieux censé tracer la route du numérique en Algérie. En 2008, 2009, mon ancien directeur du CDTR a été nommé ministre dans la Poste et des TIC. Donc il m'a appelé. Allez Younes, tu dois me rejoindre. J'ai comme objectif de présenter au gouvernement une stratégie nationale du numérique, de l'Algérie électronique, ce qu'on avait appelé e-Algérie. Tu peux la prendre en charge, tu as des contacts, tu connais les gens. Alors, à l'époque, pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, c'était vraiment un projet ambitieux. Hein, oui. Parce que j'avais lu le rapport de 100 pages, il me semble, 150. Avec un résumé d'une centaine de pages, mais le document complet, c'était 600 pages. C'était absolument On est rentré dans les ambitieux. détails. Hein. Et c'est un document, c'était une expérience extraordinaire. Parce que au niveau du ministère, donc on a mis en place un groupe. Et parmi le groupe, notre ami Husseini, qui était avec moi au laboratoire d'architecture des systèmes, au CDTA, donc il nous a rejoint au ministère, parce que c'est des gens que je connais. En qui tu as confiance. Bien sûr. Donc on a mis en place ce groupe, cette équipe pour élaborer cette stratégie e-Algérie 2013. Mais on avait impliqué avec nous tous les DSI des ministères. Parce que c'est des amis qu'on connaît, on a fait peut-être les mêmes études, donc on se connaît très très bien. On faisait des réunions sans aucun complexe. C'était des cadres qui venaient du ministère de l'Industrie, de l'Intérieur, etc. De la Défense. Le bureau, on faisait des réunions pour les grandes lignes de e-Algérie 2013 et on avait présenté le document en moins de 6 mois. On avait commencé juillet 2009. En décembre 2009, on a rédigé tout le document. Un document de 600 pages avec les différentes actions. Et on annexe, bien sûr, l'état des lieux détaillé
chaque ministère, qu'est-ce qu'il avait comme réseau, comme antivirus, système d'exploitation, tout. Et aussi la liste de tous les gens qui ont contribué à la rédaction de e-Algérie 2013. C'était 400 personnes. Les 400 personnes des différents ministères, des universitaires, des centres de recherche et même... Ça a été un travail collégial, en fait. Collégial, tout le monde a participé. C'était un document... Je pense que le ministère, avec lequel il a fait un bon travail, en collaboration avec les autres ministères. C'est un document qui est maintenant public, les gens peuvent le voir. Et on peut voir à travers ce document qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été lancées. C'était des actions prévues au niveau de e-Algérie 2013. Alors la question qui fâche bien évidemment, pourquoi ça a capoté? Alors il y a, malheureusement on doit le dire, c'est un peu de l'histoire, malheureusement il y a des fois des guéguerres personnelles. C'est des... Voilà. Donc, au lieu de l'attaquer directement, donc on attaque son projet pour dire qu'il ne vaut rien, etc. Tu l'as ressenti comme ça? Bien sûr. Non, je l'ai ressenti, je l'ai vécu, j'étais obligé de répondre. Parce qu'on a reçu des critiques et on a répondu pour dire tous les points que vous avez soulevés, on les a pris en compte. C'est vous qui n'avez pas bien lu le document, malgré que c'est un document qui n'est pas parfait, c'est sûr. Mais il a l'honneur d'avoir regroupé des centaines de chercheurs d'Algériens qui ont contribué à rédiger ce document qui reste plus ou moins une référence. Alors juste au retour des choses, il y a 4-5 ans, beaucoup des propositions justement de e-Algérie ont été appliquées par les différents ministres, que ce soit au niveau du ministère des startups, celui des TIC, etc. C'est une fierté pour toi? C'est une revanche sur la vie? Je peux vous raconter une chose. Fadal. Un des ministres de la numérisation, il m'a appelé une fois, il m'a dit voilà, des ateliers, est-ce que c'est possible de nous faire une conférence sur la e-administration, le gouvernement, etc. Je lui ai dit oui, ok, pas de souci. Donc, j'ai pas préparé la présentation. J'ai fait la présentation avec les actions qu'on doit lancer, les axes majeurs. À la fin de la conférence, c'était au CIC, je lui ai dit, vous voyez cette conférence? Le contenu, il est d'actualité. Cette conférence, je l'ai faite en décembre 2009 pour présenter notre résultat e-Algérie 2013 au cadre du ministère. Donc c'est une présentation, vous voyez même les couleurs sont pas mal choisies parce que ça fait quelques années. Donc c'est un travail qui a été fait, qui est d'actualité, vous voyez. Extrait de naissance en ligne, etc. L'ADL, tout était prévu. C'est pas le MPTIC, c'est les différents ministères qui ont traduit les objectifs de leur secteur et on lui a donné une tournure électronique, numérique. Et donc c'est un travail qui a été fait. Dommage que ce travail n'a pas suivi la voie. Une ligne droite, en fait. Il y a eu des circonvolutions, il y a eu des zigzags. Et par la suite, chacun l'a pris à sa manière. Donc, il y a des gens qui l'ont réalisé à 60% pour leur secteur, d'autres %. Mais ils avaient, même des responsables au niveau de certains ministères, me disaient, c'est grave, parce que tu nous as facilité le travail, ça fait 10 ans. Maintenant, le travail qu'on a fait depuis 10 ans, on le retire. Et on voit qu'il y a on a une feuille de route et on essaie de l'appliquer. Younes Grar appartient à cette génération de bâtisseurs qui ont cru en l'Internet algérien avant même que le pays n'en saisisse pleinement l'enjeu. Visionnaire et infatigable défenseur du numérique, il a toujours été en première ligne, anticipant les mutations et défiant les obstacles. À chaque avancée, à chaque blocage, sa voix résonne comme un rappel. Le numérique n'est pas un privilège, mais une nécessité. Pour lui, notre pays ne doit pas se contenter de suivre le mouvement. Il se doit d'innover, de créer et de tracer sa propre voie. Il y a une certaine fierté de ce qui a été fait. Surtout qu'on s'est bataillé contre ce qui... Pour changer les mentalités. Voilà. Contre cette résistance au changement. Résistance au changement. On était minoritaire, en face, ils étaient majoritaires. Il fallait se batailler fort. Maintenant, ce que je dis aux jeunes, maintenant, l'équation a changé. Maintenant, les gens qui vont vers le numérique, ils sont majoritaires. Ceux qui résistent, ils sont minoritaires. Donc, il faut pousser plus pour convaincre tout le monde.
Alhamdoulilah, on voit maintenant des décideurs, des ministres et tout qui parlent de numérisation, nécessité 0% papier. C'est extraordinaire. Ça fait quelques années, les gens n'acceptaient même pas de leur dire que, au lieu de m'envoyer ce papier, on m'envoie un email. Ils ne reconnaissent pas. Donc, mais lorsque on voit ce qu'on devait faire, avec toutes les compétences qu'il y avait, toute la bonne volonté au niveau des acteurs, et certaines réticences au niveau de certains décideurs, on se rend compte qu'on a raté une révolution, qu'on pouvait faire mieux, et que l'Algérie pouvait être un exemple dans le domaine des technologies, surtout que nos prédécesseurs, je dois citer le professeur Ismaël Talishta, en 69, qui a lancé cette école supérieure informatique pour former dans le domaine de l'informatique. Donc il avait une vision. En ce moment, si on est parti sur cette idée et cette feuille de route, avec tous les chercheurs qu'il y avait, toutes les compétences, l'Algérie pouvait être un numéro, un chiffre incontournable dans le domaine des technologies, au moins au niveau régional. Mais j'espère avec cet écosystème de start-up, projets innovants, etc., on va rattraper le retard. قيمتكم مغلسومة يا ولاد الحومة معاكم عدي الشبابي محنا وزاه وطرابي يا جملة الحبابي نطيح ترفدوني انتوما يا ولاد الحومة نهواكم نهواكم كيف انا يا نساكم نهواكم نهواكم يا وليدات الحومة انتو مزاه وحياتي والدي يا ووليداتي الشعبي ساكن ذاتي والسير بي من لزومة يا ولاد الحومة نتفكر دوك الحاطات والقصرة في كل جلسات صغرنا جاز في السهرات والليالي المقيومة يا ولاد الحومة نهواكم نهواكم كيف انا يا نساكم نهواكم نهواكم يا وليدات الحومة نهواكم صدقوني باين بلا ما تحلفوني نهار نموت اجوني داتي بيكم من المومة يا ولاد الحومة ابدا يضعف شوف البصار وتقلنا زاد شاب الشعار الدالة ليكم يا صغار وطريق باينة مفهومة يا ولاد الحومة نهواكم نهواكم كيف انا يا نساكم نهواكم نهواكم يا وليدات الحومة نهواكم نهواكم كيف انا يا نساكم